Je suis John Crowley, je suis responsable à l'UNESCO au secteur des sciences sociales et humaines, des programmes sur les transformations environnementales. Et je suis ici à Kyoto aujourd'hui, à la suite d'un séminaire organisé conjointement avec l'Institut de recherche sur l'homme et la nature à Kyoto pour parler des humanités environnementales. Les raisons de parler ici d'humanité environnementale sont relativement simples, même si les implications sont assez complexes. La raison fondamentale est une insatisfaction qui est à la fois intellectuelle et pratique devant la manière dont les questions environnementales sont aujourd'hui formulées dans la communauté académique et au niveau politique également. Cette insatisfaction a plusieurs origines différentes. Premièrement, le sentiment selon lequel les questions sont mal posées, et ensuite que même dans le cadre de cette formulation qui est imparfaite, les réponses sont inadéquates. Ce qui ne va pas dans la formulation de la question, c'est une tendance à résumer les enjeux environnementaux, les défis de l'environnement, à des questions de compréhension scientifique et de réponse technique. Compréhension scientifique, il faut entendre par là la réduction de l'environnement à un ensemble de systèmes plus ou moins interconnectés dont on peut avoir une connaissance peut-être imparfaite mais en tout cas suffisante par la modélisation, l'analyse empirique et la prospective, de telle sorte qu'en comprenant ces interactions systémiques, on puisse envisager d'y répondre en appliquant dans ces systèmes et dans la logique de ces systèmes des impulsions. Par exemple, on est au bord d'une route très passante, en réduisant la consommation d'énergie des véhicules, en les reconcevant pour consommer moins et peut-être reconcevoir les infrastructures routières pour que les gens aient moins à rouler ou perdent moins de temps en roulant. Alors, cette formulation n'est pas fausse en elle-même, à son niveau, mais elle est terriblement incomplète. Je vais y revenir dans un instant. En plus, force est de constater que même pour autant qu'elle soit approximativement pertinente, on n'arrive pas, sur la base de ce genre de formulation, à apporter des réponses, même techniques, qui soient satisfaisantes. Exemple bien connu, celui du protocole de Kyoto, qui avait pour vocation de résoudre ou d'apporter des éléments de solution au problème du changement climatique. En réduisant ce problème complexe, qui concerne en principe la société tout entière, dans l'ensemble de ces interactions avec les systèmes planétaires, à un problème supposé maîtrisable, celui du prix du carbone. Si on donne un prix au carbone, se dit-on, alors le reste suivra, parce que les mécanismes systémiques du marché provoqueront des mécanismes d'adaptation qui conduiront à une réduction, en théorie aussi forte que l'on veut, des émissions de gaz à effet de serre. Ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché, ça n'est pas simplement parce qu'on a manqué de volonté politique ou parce qu'on n'aurait pas consacré suffisamment de ressources à l'action concrète, c'est plutôt parce que le problème était mal formulé dès le départ. Et du coup, l'enjeu des humanités environnementales, qui sont en prise à cet égard avec d'autres approches venant des sciences sociales, c'est d'essayer de repenser le problème pour le rendre non pas plus facile à maîtriser, mais en tout cas pour en permettre une saisie plus complète. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça serait une meilleure façon de poser le problème ? Il faut bien se rendre compte que ce déplacement du problème se fait aux deux niveaux de la compréhension des phénomènes et de la réflexion sur l'action. En effet, l'approche des humanités, que je vais résumer dans un instant, ne consiste pas à mieux répondre aux problèmes techniques de la transformation environnementale. Il s'agit de changer de regard sur la nature même du phénomène. Pour le dire de façon très simple, je crois que l'approche pourrait être la suivante. Nous parlons, les géologues parlent, et de plus en plus la communauté internationale parle, de l'Anthropocène comme de l'ère ou de l'époque dans laquelle nous vivrions. L'Anthropocène défini comme une époque où l'humanité
par l'ensemble de ses actions, constitue une force majeure de transformation physique de la planète. Mais il faut se rendre compte, me semble-t-il, de deux choses. Premièrement, cette logique de transformation est liée pas simplement à la présence de l'homme comme une sorte de maladie de peau dont la Terre serait affectée, c'est un très vieux slogan écologiste, mais à la conception que l'humanité a de sa propre action. C'est-à-dire que l'idée même de l'Anthropocène renvoie à celle d'une humanité consciente d'elle-même et de sa puissance qui agit sur la planète. La seule question étant de savoir si nous agissions mal pour la détruire ou bien pour la préserver. Ensuite, cette idée elle-même n'est pas une idée simplement scientifique. C'est une idée qui renvoie à une conception que nous avons de nous-mêmes, de la planète et du système que nous formons. En d'autres termes, il y a une médiatisation ou une médiation de cet impact et de cette possibilité de maîtrise et d'action par le sens que nous donnons à notre statut et à notre interaction avec la planète. Et ce domaine du sens est un domaine qui est de manière privilégiée celui des sciences humaines. C'est un domaine où les sciences exactes ont relativement peu à apporter finalement. En revanche, c'est également un domaine où on sort complètement de l'idée d'une définition de l'extérieur d'un système par ses règles de fonctionnement et de l'action de l'extérieur sur ce système pour en ajuster les résultats. Il s'agit plutôt, forcément, de se situer à l'intérieur d'un système dont nous, humains, sommes tout autant que l'atmosphère, l'océan, l'ours polaire et le moustique, des composantes agissantes. Et les connexions qui s'établissent sont du coup des connexions qui certes peuvent se comprendre scientifiquement. Il y a des interactions entre l'homme et la cryosphère qui peuvent se décrire par les outils des sciences physiques. Par exemple, à travers la compréhension de l'effet des émissions de suie sur l'absorption thermique des glaciers et donc l'accélération de leur fonte. Quelles que soient les raisons pour lesquelles nous émettons de la suie, on peut analyser indépendamment de la signification humaine ce sous-système. Mais l'idée qu'on puisse saisir la transformation environnementale comme simple agglomération ou adjonction de l'ensemble des sous-systèmes techniques, c'est cette idée-là qui me paraît profondément fausse et susceptible de nous enfermer dans des impasses au niveau de l'action également. Pour agir, il faut s'imaginer en relation avec un système dont nous faisons intégralement partie. Et pour comprendre ce système, il faut également se comprendre comme élément de ce système. Et c'est pour ça qu'à l'extrême, non sans raison, un certain nombre de contributeurs au débat ont proposé qu'une hypothèse de type Gaïa, c'est-à-dire l'hypothèse d'un système qui serait autopoïétique au sens le plus général, c'est-à-dire un système qui, sans être exactement vivant au sens habituel du terme, serait néanmoins soumis à des règles d'évolution qui dépendraient de sa propre conception d'elle-même. Or, l'humanité, c'est précisément la dimension consciente et réflexive du système planétaire dont l'humanité fait partie. Et donc, ce n'est pas que les humanités environnementales nous appellent simplement à mieux préserver l'environnement ou à se penser en relation avec l'environnement ou à imaginer une éthique de la terre, de l'atmosphère, de l'eau ou que sais-je qui nous permettent de mieux préserver. C'est qu'elle nous appelle en dernière analyse à interroger sur ce que nous sommes dans cet anthropocène qui se définit par nous mais qui en même temps nous définit. Alors, l'hypothèse Gaïa, qui a plusieurs origines et plusieurs formulations, fait souvent l'objet d'un rejet très fort, y compris de la part des humanistes, en tant que spécialistes des disciplines des humanités, mais également en tant que défenseurs d'une certaine idée de l'humanité, parce qu'on interprète à tort, je crois, l'hypothèse Gaïa comme étant une affirmation
de l'extériorité radicale de l'humanité par rapport à la Terre. D'où, dans une version extrême, l'idée que Gaïa, la Terre, aurait à se débarrasser de nous pour se préserver. C'est une hypothèse qu'on trouve à peu près sous cette forme chez James Lovelock, par exemple. Il me semble que, du point de vue de ce qui est intéressant dans la notion d'anthropocène, cette piste n'est pas la bonne. En effet, pour le meilleur et pour le pire, s'il y a Gaïa, alors nous en faisons partie. Et nous en faisons partie pas simplement d'une manière mécanique, au sens où la planète serait un tout dont nous serions un élément. Nous faisons partie de Gaïa en tant qu'élément réflexif, conscient de lui-même, qui est en tant que tel un facteur d'évolution de la planète. Et de ce point de vue, si on cherche à dater l'Anthropocène, on pourrait évidemment remonter au début de la transformation environnementale par l'homme, qui, au niveau local et régional, remonte à l'invention de l'agriculture. Et on peut même d'ailleurs s'interroger sur les éventuels impacts planétaires de l'invention locale de l'agriculture, même si ces impacts étaient sans doute relativement limités. Il n'empêche que l'Islande déboisée par les Vikings autour de l'an 1000 n'a jamais vu repousser ses arbres. C'était une transformation irréversible. Les îles grecques déboisées par les chèvres à l'époque déjà d'Homère n'ont jamais vu repousser leurs forêts. La différence entre ces transformations, qui à un certain niveau sont très anciennes, et l'idée de l'Anthropocène, c'est celle de la connaissance et de la réflexivité. L'idée véritable de l'Anthropocène, me semble-t-il, c'est celle de la conscience de soi, de l'humanité comme transformatrice. Et c'est en ce sens-là que cette idée est scientifique, oui, à un certain niveau, mais elle est aussi profondément liée à la logique des humanités parce qu'elle concerne une signification, un récit, une manière de construire du sens. Rien dans la planète ne nous oblige à dater l'Anthropocène, ni même d'ailleurs à découper la géologie en ères et en époques. C'est nous qui le faisons, et nous le faisons par rapport à une exigence scientifique qui est inséparablement liée à notre conception de nous-mêmes, y compris bien sûr notre conception politique de nous-mêmes comme ayant des obligations entre humains et vis-à-vis des non-humains par rapport à l'évolution future de la planète. Et cette version-là de l'hypothèse Gaïa, qui insiste sur la cohérence d'un système d'ensemble qui, pour le meilleur et pour le pire, évoluera désormais, notamment à travers l'idée qu'elle se fait d'elle-même, c'est cette idée-là qui me paraît à la fois puissante scientifiquement et rendre indispensable un appel fort aux humanités comme contributrices à cette conception scientifique et à l'usage qu'on pourrait en faire pour l'action au sein de la société ou l'action de la communauté internationale. Du coup, se pose, parmi les questions nombreuses que les humanités peuvent permettre de mieux comprendre, une question qui nous a paru être d'un intérêt particulier et qui justifie que nous ayons cherché à monter un projet et un réseau autour de lui, c'est celui des récits comme médiateurs de transformation. Nous avons appelé ce projet Narratives of Change, récits du changement, précisément pour essayer de comprendre la manière par laquelle la réflexivité fonctionne à travers la production de récits au sens large, la critique des récits qui existent, la proposition de récits de manière discursive à travers l'usage des mots, et puis la production sociale de récits à travers les processus qui ne sont pas que discursifs, à travers lesquels s'élabore au sein d'une société qui réfléchit sur elle-même et sur son environnement, un ensemble de schémas de pensée. Alors, le point de départ de cette réflexion, comme souvent dans les sciences humaines, c'est une critique des récits qui servent aujourd'hui à cadrer la transformation environnementale. J'ai parlé tout à l'heure du récit de Kyoto, même si je ne l'ai pas désigné comme récit. Cette volonté de réduire la complexité
du problème du changement climatique au seul prix du carbone, afin de le rendre plus maîtrisable, ça constitue un récit, une mise en récit de la situation de la communauté internationale et des exigences de l'action. Ce récit part d'un constat, celui de la capacité humaine à endommager la planète et donc à endommager l'humanité. De cette capacité, elle tire par la modélisation scientifique des prévisions qui montrent non seulement en général cette capacité, mais de manière précise sa temporalité et son ampleur. Et à partir de là, se met en place un récit de l'obligation d'agir et un récit de la modalité de l'action, avec, si tout va bien, un happy end qui serait celui d'une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre et donc d'une transformation climatique évitée au bénéfice de la planète et de l'humanité. Ce récit est en général implicite. Il a rarement été mis en récit de cette manière-là. N'empêche qu'il est assez facile, avec les méthodes les plus usuelles des sciences humaines, de faire sortir ce récit comme tel du discours qui est tenu sur le changement climatique dans la communauté internationale et notamment dans la communauté scientifique. Montrer que ce récit est un récit, montrer ses articulations et montrer donc son caractère arbitraire par rapport au phénomène dont il prétend rendre compte, c'est déjà une tâche utile du point de vue intellectuel et c'est peut-être même une tâche utile du point de vue politique. Ça permet au moins de montrer que, contrairement au discours qui a été tenu à Copenhague, lors de la conférence des parties de la Convention cadre, il ne s'agit pas de faire ce qu'exige la science. Parce que la science en tant que telle n'exige rien, ça n'est pas son rôle. Et cette réduction du problème à la mise en œuvre, à la mise en technologie de l'exigence scientifique, c'est précisément, c'était mon point de départ tout à l'heure, le problème auquel il s'agit de remédier intellectuellement et politiquement. Du coup, se pose la question, quels sont les autres récits que l'on pourrait imaginer de ce changement climatique, ou des pressions sur les ressources en eau douce, ou de la perte de la biodiversité, ou de l'amoncellement des déchets toxiques qui seraient susceptibles un jour de nous étouffer. Par rapport à l'ensemble de ces pressions environnementales, on peut imaginer de les raconter différemment. La première tâche, me semble-t-il, c'est, en ayant affirmé la possibilité d'une pluralité des récits, d'essayer de créer des espaces dans lesquels, effectivement, des récits pluriels puissent émerger. Ces récits, nous ne les connaissons pas. Ce n'est pas à nous de les produire, bien qu'on puisse, à titre personnel ou à titre citoyen, avoir notre idée d'un récit. Mais ce qui est plus important, c'est que se construisent autour de l'idée des narratives of change, des espaces, des processus, des dynamiques qui permettent des mises en récit, qui puissent se confronter, se combiner, parfois se contredire, et peu à peu créer la possibilité d'une compréhension plus fine, dont les implications pour l'action ne sont pas aujourd'hui connues, sauf éventuellement à un niveau assez local, mais dont on peut au moins pressentir quelles seraient certaines des implications. Et elles sont à la fois simples et drastiques. Elles reviennent à dire que répondre aux défis de la transformation environnementale, ça n'est pas changer d'appareillage technique, c'est changer de société et d'identité collective pour l'humanité. En sommes-nous capables? Ça n'est pas sûr. Quel sera le prix à payer? Ça n'est pas sûr non plus. On ne sait pas. Est-ce qu'on peut échapper à cette tâche? Selon toute vraisemblance, non. Et c'est cela que les humanités environnementales peuvent aider à promouvoir et peuvent aider à faire. Par tempérament, j'ai tendance à être une sorte de pessimiste méthodologique. C'est-à-dire que je trouve plus facile d'imaginer les mauvaises choses qui pourraient arriver et à partir de là, d'essayer d'imaginer ce que l'on pourrait peut-être faire pour les éviter. Et je vois mieux ce qui pourrait se passer de mauvais que ce que l'on pourrait faire pour y échapper. Ce pessimisme, c'est finalement celui
du poème de W.H. Auden où il dit il est plus tard que vous ne croyez. It is later than you think. Et c'est une belle phrase qui résonne bien avec les thèmes que nous sommes en train de développer. Du coup, l'avenir tel qu'on peut l'imaginer et tel qu'on aimerait l'éviter, c'est à peu près le suivant. C'est un avenir où le changement climatique dérape parce que les points de basculement sont atteints et où du coup la montée des eaux, l'augmentation des températures avec la perte de productivité agricole qui en résulte dans certaines régions, met des centaines de millions de personnes dans l'obligation de se déplacer ou de mourir, avec du coup une pression migratoire extrême sur les pays proches, une déstabilisation des systèmes agricoles et, soyons clairs, des potentiels de conflits qui vont inévitablement conduire à la destruction de ce que nous considérons aujourd'hui comme une société décente, fondée sur les droits de l'homme, une protection sociale au moins minimale et une certaine paix fondée sur le droit entre les nations. Je ne dis pas que ça va arriver, je n'en sais rien, mais le risque c'est celui-là. Et s'il faut agir, il faut agir pour minimiser ces risques-là. Donc déjà, faire ce qui est possible pour éviter que les choses dérapent autant. Est-ce qu'il est encore possible de le faire ? S'il est plus tard qu'on croit, peut-être que non, peut-être que c'est déjà trop tard. Peut-être que nous sommes condamnés à un monde où, au minimum, la distribution géographique des personnes et des activités devra se transformer radicalement. Du coup, peut-être ne nous restera-t-il que la lutte pour maintenir coûte que coûte les droits de l'homme, la solidarité et la démocratie face à cela. Voilà, c'est mon tempérament que de voir ce qui pourrait ne pas aller. Espérons qu'avec l'apport des humanités, on puisse imaginer d'autres avenirs et peut-être même les faire advenir.